Merci beaucoup pour l'invitation. Et je suis désolé de ne pas pouvoir être là, mais j'étais à un autre congrès sur les lymphomes que je ne peux pas m'échapper parce que j'avais un topo à faire là-bas. Voilà, donc en fait, pour essayer de focaliser un peu la discussion, je vais limiter mon topo au carticelle et au bispé dans les maladies auto-immunes, parce qu'il y avait beaucoup d'autres traitements qu'on aurait pu discuter qui viennent de l'oncologie et qui sont utilisés dans les maladies auto-immunes ou hématologiques non malignes, typiquement les kinases inhibiteurs, par exemple, ou les agents régulateurs de l'épigénétique, mais j'aurais pas le temps d'en parler, donc je vais me limiter au carticelle et au bispécifique. Alors, je remercie mes anciens maîtres qui m'ont formé quand j'étais rhumatologue, on va dire, et puis mes amis Jean Sibilla et Xavier Mariette, avec qui j'ai eu pas mal de discussions au cours de ces années autour de ces topos. Alors, vous savez qu'en oncologie, il y a eu une révolution qui est l'immunothérapie. Elle a commencé par les anticorps monoclonaux classiques avec des mécanismes d'ADCC, comme les anti-CD20, les anti-CD38 dans le myélome, l'anti-HR2 dans les cancers du sein, et qu'on utilise de plus en plus avec des combinaisons qui ont pour objectif d'améliorer le système immunitaire pour augmenter la DCC et puis corriger aussi le micro-environnement pour favoriser cette activation. Il y a eu une deuxième révolution essentiellement en tumeurs solides qui a été l'apparition des inhibiteurs de checkpoint comme les anti-PD1 et les anti-CTLA4 et qui ont apporté aussi des révolutions et notamment dans des tumeurs comme le mélanome mais essentiellement les tumeurs solides dans lesquelles il y avait des mutations importantes avec des néo-antigènes et des théautologues en fait qui reconnaissent ces tumeurs. Et la cellule tumorale, pour y échapper, elle exprime ses checkpoints et les anticorps anti-checkpoints permettent de rétablir la réponse immunitaire. Ce qui est décevant, c'est qu'en hématologie, dans les tumeurs liquides, comme on dit, à part la maladie de Hodgkin et certains lymphomes du médiastin, les anti-checkpoints ne marchent pas très bien. Et là, on a beaucoup à apprendre entre la cancérologie et l'hématologie pour savoir pourquoi ça ne marche pas. Et il y a presque 2000 protocoles qui ont été faits d'essayer toutes les combinaisons pour améliorer les anti-PD1 ou les anti-CTLA4 avec des chimiothérapies, des modificateurs du métabolisme, de l'inflammation, etc. Et finalement, des résultats assez décevants, puisqu'il n'y a rien d'extrêmement probant à part de faire 2 checkpoints anti-PD1, anti-CTLA4 qui améliorent la réponse. Et pour le reste, ça reste encore à l'état de recherche. Et puis, il y a récemment, ce qu'on appelle des ADC, c'est des anticorps sur lesquels sont fixées des chimiothérapies et qui vont cibler directement la tumeur. Donc ça a été des révolutions. Et la dernière révolution, ça a été les carticelles. Alors, les carticelles, c'est des lymphocytes T qu'on prend aux patients et dans lesquels on transduit un récepteur des immunoglobulines, en fait, qui reconnaît un antigène. Et dans la partie intracellulaire, on met les zones d'activation du TCR plus les molécules de costimulation. Donc là, on fait tout d'un coup, on fait la costimulation plus l'activation du TCR et la reconnaissance par un antigène. Alors le premier, c'était un anti-CD19, puis après, il y en a eu d'autres qui ont été faits. Au lieu de mettre le CD28 comme molécule de costimulation, il a été mis le 4-1BB avec des caractéristiques un peu différentes. Il y en a un qui est plus actif, on va dire, et l'autre qui permet plus de maintenir les carticelles pour avoir une durée plus prolongée. Et puis un autre qui s'appelle le Lysocell, en fait, qui est sur le marché, qui reconnaît, tous ils reconnaissent le CD19 avec le même épitope, et celui-là, c'est un 4-1BB aussi, mais quand on l'injecte au patient, on injecte à la fois des CD8 qui vont censés tuer la tumeur et des CD4 qui sont censés aider les CD8 à tuer la tumeur si on considère un mécanisme classique en sachant que c'est beaucoup plus complexe que ça et j'y reviendrai. Et puis il y a dans le myélome des anti-BCMA, puis d'autres maintenant qui sont arrivés, les CMA qui est un antigène exprimé par les plasmocytes matures des myélomes, mais aussi des plasmocytes normaux. Donc là, on a tous des outils pour aller traiter des patients qui étaient réfractaires aux chimiothérapies classiques. Alors le premier exemple, c'est ici, ce que vous voyez, c'est dans les lymphomes B à grandes cellules. Là, c'est les traitements classiques avec des autogreffes et avec les carticelles, vous voyez, on guérit à peu près 50% de patients qui étaient réfractaires au traitement. Et il y a eu d'autres études qui ont confirmé la même chose. Donc, en gros, globalement, dans les lymphomes B à grandes cellules qui étaient réfractaires primaires, à tout traitement, on se retrouve avec pratiquement 50% des patients qui guérissent grâce aux carticelles. La même chose dans les lymphomes folliculaires où les résultats aussi sont impressionnants aussi des lymphomes qui étaient multitraités avec, vous voyez, des taux de survie à 80% chez les patients qui étaient répondeurs. Et dans le myélome,
les premières études avec les CAR-T-cells, ici, je vous ai présenté l'UDCEL, qui est un BCMA, ce qu'on voit, eh ben, à la différence des lymphomes, c'est qu'il y a des réponses, et vous voyez, presque 70% de réponses complètes, donc 42 et 40 qui sont complètes, mais malheureusement, dans le myélome, avec le temps, vous voyez, il n'y a pas de plateau, et finalement, au bout de 2 ans, pratiquement tous les patients ont rechuté. Donc là, une révolution, mais qui est partielle, puisqu'on ne guérit pas les patients, mais il ne faut pas oublier que c'est des patients qui étaient, vous voyez, des réfractaires à 3 traitements, voire à 5 traitements, avec des hauts risques cytogénétiques, des patients qui ont une espérance de vie qui est inférieure à 6 mois habituellement. Et puis, il y a eu des nouveaux CAR-T-cells dans le myélome, hein, qui s'appelle le Citacel, alors qui est un peu différent, je ne viendrai pas trop dessus, mais qui a utilisé comme partie SCLV un anticorps de chameau, qui est beaucoup plus souple, on va dire, qui atteint mieux la cible. Et vous voyez ici que là, pour le coup, il y a beaucoup de réponses chez les patients aussi multitraités. Et puis, on voit que la survie globale, il y a des taux de survie. Et il y a eu une actualisation là, récente à l'EHA où on montrait qu'à 5 ans, il y avait encore presque 30 à 40% des patients qui avaient parachuté, peut-être guéris, des patients qui étaient pentaréfractaires quand même. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et évidemment, on a envie de remonter les lignes et d'utiliser en première ligne pour peut-être guérir les patients qui ont le myélome. L'autre évolution, ça a été les anticorps bispécifiques, parce que c'est plus simple à faire que les CAR-T-cells. Il faut avoir un manufacturing complexe, il faut prélever les patients, envoyer les cellules pour se faire transduire et après les réinjecter. C'est compliqué. Et là, c'est ce qu'on appelle les anticorps bispécifiques, où on reconnaît une cible sur la tumeur et de l'autre côté, on reconnaît des lymphocytes autologues hein, dans l'organisme. Et l'idée, c'est d'amener les deux à côté de l'un de l'autre, d'activer le T qui va tuer la cellule tumorale, même en l'absence de reconnaissance spécifique, sans anticorps spécifique. Ça, c'est la vision un peu simpliste, et je reviendrai peut-être après, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais enfin, c'était un peu l'objectif qu'on avait. Alors, l'avantage des bispécifiques, c'est que ils sont pas personnalisés, donc il n'y a pas besoin de prélever quelque chose, puisqu'ils sont déjà prêts, on peut les injecter tout de suite. On appelle ils sont off the shelf, comme on dit. Et l'administration, là, pour le coup, il faut les réinjecter assez souvent pour continuer à stimuler le système immunitaire. Et aujourd'hui, on pense que l'activité est peut-être suspensive et pas curative. Voilà, et il n'y a pas de toxicité prolongée. Alors que les CAR-T-cells, c'est un peu l'inverse. C'est autologue, il faut prendre les cellules du patient, il faut les fabriquer, donc on ne peut pas les réinjecter tout de suite, qui nécessite de faire un traitement qu'on appelle une bridge thérapie. Mais là, c'est un seul traitement, une injection, et souvent, la réponse est prolongée avec malheureusement des complications, j'y reviendrai, au long cours avec des cytopénies. Et pour les bispécifiques, vous voyez que maintenant, il y a plein de schémas possibles. Je ne vais pas non plus rentrer dans les détails, mais en fait, tous se reconnaissent le CD3, avec de l'autre côté ici le CD20. Vous voyez, ici, il y en a qui sont en tandem, qui reconnaissent deux CD20 et le CD3, d'autres CD20, CD3. Et, enfin, vous voyez, donc il y a toutes les combinaisons possibles, avec soit des IgG1, soit des IgG4 aussi, qui ont des fonctions un peu différentes de déplétion ou d'activation du système immunitaire. Et quand on regarde les données précoces, on va dire, chez les patients réfractaires, avec à peu près les 3 anticorps qui sont sur le marché, vous voyez qu'on a en gros 60%, entre 50 et 60% de réponses chez des patients qui étaient réfractaires à tout traitement, dont à peu près 40% de réponses complètes, avec des durées de réponse qui ne sont pas forcément très longues hein, chez ces patients, mais qui vont de 6 mois à 2 ans, pour des patients qui, je le rappelle, seraient décédés très rapidement parce qu'ils étaient réfractaires à la chimiothérapie, voire même pour certains réfractaires au CAR-T-cell. Donc voilà, et ça c'est une étude de 2e ligne, avec des patients qui étaient réfractaires à la chimio classique, et on voit que les bispécifiques plus de la chimiothérapie, ça permet de guérir presque 60%, de guérir, en tout cas d'avoir un plateau à 60% des patients qui avaient des lymphomes B réfractaires primaires, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde les lymphomes, avec la chimio classique, globalement, on en guérit 60 à 70%. En première rechute, on peut les rattraper avec des CAR-T-cells, on va en rattraper à peu près 20 à 30% ici. Et puis ceux qui sont encore en rechute, on va en rattraper encore 20 à 30% des anticorps spécifiques, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve seulement avec 5 à 10% des patients qui ont des lymphomes B en cellules pour lesquels on n'a pas d'option thérapeutique si on suit ce schéma classique, chimiothérapie, CAR-T-cell bispécifique. Et aujourd'hui, on essaye de remonter les lignes pour avoir des patients qui ont un meilleur tonus immunitaire et avoir des efficacités meilleures et moins de toxicité. Alors, une autre approche d'immunothérapie, c'est d'utiliser un anticorps classique anti-CD20.
la DCC est de stimuler le micro-environnement avec, par exemple, le lénalidomide. Et vous voyez, ça, c'est une étude dans les lymphomes folliculaires où on utilise cette combinaison qu'on appelle chémothérapie free contre de la chimio. Vous voyez qu'il n'y a aucune différence avec des survies. Alors, c'est des lymphomes folliculaires, certes, mais vous voyez presque 100% de patients qui sont toujours en rémission à plus de 45 mois. Donc, ça, quelque chose de très intéressant. Et ce qui a été démontré, c'est que in vitro et in vivo, chez les patients, eh bien, ce traitement, il augmente la synapse immunologique entre le lymphome folliculaire et les cellules NK, ici, on voit. Et cette synapse est beaucoup plus efficace avec l'énalidomide, et c'est comme ça qu'on augmente la réponse immunitaire non spécifique avec l'anticorps anti-CD20. On peut le faire aussi avec un anticorps anti-CD19, et c'est un protocole avec un anticorps qui s'appelle le tafasitamab. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une autre cible, parce que les patients qui ont été traités, multitraités avec du CD20, souvent, ils ont perdu le CD20, et donc on essaie de trouver une autre cible. Et ici, en l'occurrence, le CD19, un peu comme pour les carticelles. Et vous voyez qu'on a des très bons résultats aussi chez les patients qui étaient multi-réfractaires. Et quand on pousse un peu le bouchon un peu plus loin, chez des patients en première ligne, qui avaient des lymphomes folliculaires, chez qui on a mis des bispécifiques, plus du lénalidomide et du rituximab pour avoir un peu un CD19, un CD20, de stimulation. Et voilà, vous voyez, on est presque à 100% de réponse chez les patients en première ligne, ce qu'on n'avait jamais obtenu au préalable. Et donc, on voit que quand on remonte les lignes et qu'on fait des combinaisons d'immunothérapie, on peut avoir d'excellents résultats. Et dans le myélome, ben, ça a été fait un peu la même chose avec des anticorps bispécifiques qui reconnaissent ici le BCMA et le CD3, mais il y en a d'autres aussi qui reconnaissent d'autres cibles. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le schéma qui est ici, c'est que parfois le TCR qui est ici, il reconnaît un antigène qui est spécifique de la tumeur, et en fait, vous voyez que l'épitope qui est reconnu par cet anticorps, il va restimuler le TCR indépendamment de son site de binding sur les MHC classe 1 ou classe 2. Et c'est des théotologues qui reconnaissaient déjà la tumeur, et en fait, on les recette en fait pour repartir et pour fonctionner. Vous voyez que avec cet anticorps, c'était en deuxième ligne aussi, vous voyez qu'on a des taux de VGPR qui sont assez importants, dont 30% de réponse complète chez des patients qui étaient là aussi, je rappelle, multitraités avec ces bispécifiques. Donc là encore, un avantage d'utiliser ces traitements. Alors, il y a une question, c'est quand on utilise des bispécifiques après des carticelles, est-ce que ça marche moins bien ou est-ce que ça marche mieux? Eh bien, ce qui a été démontré, c'est qu'en fait, ça change pas grand-chose d'avoir eu des carticelles, même avec la Mepsib, ici en l'occurrence BCMA. Donc, on peut retraiter les patients avec des bispécifiques, ce qui est un peu contre-intuitif parce que quand on traite les patients avec des carticelles, on fait une lymphodéplétion, mais ça fonctionne. Ce qui a été démontré et qui est encore plus intéressant et moins compréhensible, c'est que si on fait d'abord les bispécifiques, eh bien les carticelles ne marchent pas après, sans doute parce que tout le système immunitaire était hijacké pour traiter la tumeur et on ne peut pas collecter correctement les lymphocytes. Donc en gros, à ce stade, en fait, dans les maladies oncologiques, pour aller vite, il y a malheureusement encore des taux d'échec qui sont élevés, il y a encore des toxicités qui sont élevées, ça je vais y revenir. Et donc, il faut comprendre des mécanismes d'échappement thérapeutique et surtout, c'est des traitements qui coûtent cher et qu'il faut réfléchir comment organiser nos structures de parcours de patients pour éviter d'avoir trop d'hospitalisation dans un contexte de crise financière et sociale avec moins d'infirmières, moins de médecins pour pouvoir assurer le traitement de tous ces malades. Alors, comment améliorer tout ça? Les mécanismes de résistance, et je vais y revenir assez rapidement, mais le premier, c'est que l'antigène n'est plus exprimé à la surface des cellules. Ça c'est important, que l'environnement ne permet pas au carticelle de rentrer dans la tumeur, où il est très immunosuppresseur, et il empêche de faire fonctionner le carticelle. Voilà, et puis parfois dans l'environnement, il y a des submyéloïdes aussi qui peuvent être activés et qui vont donner de l'activation macrophagique et des cytopénies et des complications. Alors là, j'irai très vite parce que c'est très compliqué, mais il y a beaucoup de possibilités en rajoutant des immunomodulateurs, en rajoutant des molécules. Et ce qui est un peu contre-intuitif dans les carticelles, ils sont tellement activés avec ces co-stimulateurs en tandem que c'est pas la peine d'aller mettre des antipéniens, par exemple, vous allez encore les suractiver et vous risquez de vous retrouver avec des cellules exhaustées qui vont pas être efficaces. Donc, on essaye parfois plutôt de les moduler avec des cytokines, avec le micro-environnement. Je rentrerai pas dans le détail aujourd'hui. Il y a
quelques pistes qui sont intéressantes, dont je parlerai rapidement après. Alors, dans les CAR-T, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, on collecte les lymphocytes du patient, on les regarde un peu, on les envoie pour se faire expandre et on transduit par un rétrovirus ou un antivirus les gènes d'intérêt pour exprimer le CAR avec l'anticorps et puis les molécules de co-stimulation. Voilà, on les expand avec la cellule tumorale, on les congèle et puis on fait une lymphodéplétion chez le patient, on les réinjecte et puis après on espère guérir le malade. Alors, la lymphodéplétion, à quoi ça sert? Ben, c'est pas très clair en fait parce que quand on la fait pas, ben ça marche pas. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on enlève les lymphocytes T, voire NK du receveur pour permettre au CAR-T de s'expandre de façon pas trop rapide, pas cible dépendante, parce qu'il rentrerait trop vite en exhaustion et on ne pourrait pas avoir un nombre suffisant pour aller traiter la tumeur. Et il y a un papier très intéressant qui a montré que, en fait, la lymphodéplétion s'accompagnait d'une augmentation de l'IL-15 et que l'IL-15 permet l'expansion des CAR-T sans induire leur exhaustion. La différence de l'IL-2, par exemple, qui induit ça quand ils se reconnaissent spécifiquement l'antigène. Donc peut-être qu'on pourrait dire qu'on pourrait se passer un jour de la lymphodéplétion si on ajoutait l'IL-15 aux patients pour éviter les effets secondaires, notamment d'immunosuppression. Ce qui est important aussi, c'est que chaque patient a une histoire et quand on collecte les cellules, eh bien, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on va collecter comme cellules, parce que vous savez, les populations immunitaires, elles sont très variables. Il y a des cellules naïves, des centrales memory, des effecteurs memory, des terminales effecteurs. Et puis, il y a aussi des cellules myéloïdes. Et ce qui a été démontré, c'est que si on prélève trop de monocytes, eh bien, la réponse est pauvre après quand on des cellules. Et au contraire, quand on prélève certains monocytes qui vont dans les tissus, eh bien, qui sont par exemple CXCR3 high, eh bien, on a une meilleure réponse chez les malades. Une autre chose qu'on peut faire, et ça a été fait in vitro et in vivo, c'est utiliser des inhibiteurs de tyrosine kinase comme l'ibrutinib, qui a la particularité d'aller sortir les cellules lymphoïdes du patient dans la synapse immunologique et de sortir les cellules dans le sang et d'avoir des T qui sont beaucoup plus effectrices, entre guillemets, des TH1 qui augmentent, des TH2 également, parfois des Treg qui diminuent. Et quand on prélève ces cellules, elles sont meilleures. Et puis quand on les réinjecte, eh bien, l'ibrutinib, en fait, en bloquant BTK sur la baie en face, il va bloquer l'expression de checkpoint inhibiteur, par exemple, et puis il va augmenter certaines molécules de co-stimulation sur le T en face. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ibrutinib, il bloque BTK, mais il bloque aussi ITK. Et ITK, c'est une kinase qui est importante pour l'activation des T. Et quand ils sont trop activés, ITK va induire l'exhaustion. Et quand on bloque ITK, on permet d'éviter cette exhaustion. Et c'est ce qu'on voit chez les patients traités, par exemple, ici, pour des lymphomes du mentaux. Eh bien, on a pratiquement, vous voyez, une courbe avec 100% des patients qui sont toujours en rémission à 2 ans quand on a rajouté un BTK inhibiteur au CAR-T-cell. Je vous rappelle qu'au début, il y avait presque 30% des patients qui étaient en rémission. Donc là, c'est une source d'amélioration assez intéressante. Il y a aussi le phénotype des lymphocytes, quand ils sont en mémoire précoce ou late memory, comme on dit, ou s'ils ont des profils d'exhaustion, eh bien, on voit que les réponses sont meilleures quand ils ne sont pas exhaustés, ce qui était un peu évident. Et quand on a des cellules early mémoire, peuvent s'expandre davantage que celles qui sont late, et ça permet de maintenir et d'avoir une meilleure réponse. Un autre problème dans les CAR T-cells, c'est que les cellules T, ce qui vient d'être démontré, ça c'est un point important, c'est que quand elles vont s'expandre, reconnaître les cibles et qu'elles passent par tous les états d'effecteurs, de centrales mémoire, etc., elles vont changer complètement, et sans entrer dans les détails, d'état métabolique. Elles utilisent soit la glycolyse, soit un métabolisme OXPHOS, et en fonction de leur degré de différenciation, elles vont utiliser différents métabolites. Et dans la tumeur, elles sont en compétition avec ce que la tumeur va consommer, et ça peut changer complètement l'aspect de votre CAR T-cell en fonction qu'il peut avoir des métabolites pour assurer un métabolisme OXPHOS ou un métabolisme glycolytique avec le sucre. Voilà. Et donc là, il y a une compétition importante entre les CAR T-cells. Et ce qui a été démontré, c'est qu'on peut modifier le métabolisme des CAR T-cells. Par exemple, si on empêche l'entrée du pyruvate dans la mitochondrie des CAR T-cells, on va augmenter la production d'acétyl-CoA et on va modifier les histones et on va favoriser un phénotype de différenciation et de mémoire avec une activité qui est augmentée. Et à contrario, si on met trop de glucose, on a un peu l'inverse. Donc là, c'est important parce que c'est quelque chose sur lequel on peut agir, mais qui est très compliqué à appréhender en clinique parce qu'on ne sait pas quel est l'état métabolique exactement de la tumeur.
Une autre voie d'approche et qui a été testée récemment, c'est d'utiliser des kinases inhibiteurs pour empêcher la différenciation des lymphocytes, mais en même temps permettre leur expansion. C'est un screen qui a été assez simple. Et finalement, ils sont tombés sur une kinase dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est ITK. Et cette kinase, quand on fait des KO ITK, eh bien, on se rend compte qu'on améliore. Vous voyez ici, les souris ne rechutent plus. Et ce qui justifie un peu par ce screen, il y a d'autres kinases qui ont été trouvées, de les utiliser parce qu'on avait montré qu'avec l'ibrutinib, on améliorait aussi la fonction des patients. Enfin, il y a les inhibiteurs épigénétiques, comme la méthylation des histones ou de l'ADN, et en particulier ici de ZH2. En fait, le ZH2, c'est intéressant parce qu'à la fois sur la cellule tumorale, il augmente la cible, et sur le CAR-T, il diminue les marqueurs d'exhaustion et il favorise la mémoire des CD8 qui sont associés à une meilleure prolifération et un défaut d'exhaustion qui augmente là encore la réponse. Et il y a des protocoles qui sont en cours d'utiliser ces EZH inhibiteurs avec des CAR-T-cells pour améliorer les choses. Et puis enfin, il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant, qui n'est pas souvent bien approché, c'est l'inflammation. On sait que les patients qui ont des tumeurs, ils sont souvent en état inflammatoire. Et quand on regarde l'inflammation sur la CRP et le taux de ferritine, eh bien, on s'aperçoit que les patients qui ne sont pas inflammatoires, ils ont une meilleure réponse que les patients qui sont inflammatoires. Et une des explications, ce serait que quand il y a de l'inflammation, en fait, et que la ferritine augmente et que il peut y avoir de ce qu'on appelle de la ferroptose, et ces T qui sont activés, en fait, ils vont mourir s'il y a du fer qui est libéré dans l'environnement tumoral. Un autre aspect qui est intéressant et qui est adressé, c'est les métabolites du microbiote. Et le microbiote, comme dans les checkpoint inhibiteurs, eh bien, il y a quelques papiers qui montrent qu'en fonction des bactéries qu'on a dans le tube digestif, on a une réponse qui est meilleure ou moins bonne au CAR-T-cell, et ce qui rajoute là encore une complexité parce que les patients ont des histoires de traitement par antibiotiques, de chimiothérapie, etc. Là, c'est un joli papier en fait où ils ont sorti quelques métabolites de bactéries. Ici, c'est le pentanoate en fait, et ils montrent que le pentanoate dans des modèles de souris, eh bien, ça augmente la réponse antitumorale de façon très significative, et c'est un métabolite qui est retrouvé aussi chez les patients répondeurs par rapport aux patients non répondeurs. Un problème majeur des CAR-T-cells, c'est le relargage des cytokines par les CAR-T-cells, et ces relâchages de cytokines, ça entraîne un CRS, comme on dit, qui peut aller jusqu'à un tableau d'HLH. Il y a aussi les problèmes neurologiques des patients qui sont liés à la migration de cellules CAR-T dans le cerveau et au relargage de cytokines avec des patients de façon transitoire, souvent perdent la mémoire, ne savent plus comment ils s'appellent, où ils habitent, et en général, heureusement, ils récupèrent. Et puis, il y a, ce qu'on voit souvent, c'est des pancytopénies post-CAR-T-cell, probablement que les CAR, quand ils vont dans la moelle osseuse, en fait, ils libèrent de l'interféron. Cet interféron, en fait, il va empêcher la différenciation et bloquer la TPO des cellules souches. Et puis, enfin, il y a des effets off-target, enfin, on-target, pardon, quand on déplète les B tumoraux, on déplète aussi les B normaux. Les patients ont des hypogamma-globulinémies qu'il faut souvent substituer. Alors, comment bloquer ces effets secondaires? On utilise des molécules utilisées en maladies auto-immunes, hein, comme l'anakinra, par exemple, qui semble améliorer de façon significative le CRS et les ICANS, en plus du tocilizumab qu'on utilise et les corticoïdes, hein, par exemple. Voilà, un autre effet secondaire récent qui a été publié, c'est l'apparition de lymphome T chez un patient ici qui avait un lymphome B, un lymphome T cutané, en fait, qui était lié à la prolifération des CAR-T-cells, en fait, qui se sont transformés, qui ont été stimulés, et souvent, quand ils sont transformés, on retrouve qu'ils ont des mutations d'hématopoïèse clonale, comme des délétions de TET2, et souvent le transcrit viral s'est intégré dans l'allèle contralatéral, et ça fait des T qui sont expandus, qui sont stimulés de façon chronique, et ça peut aboutir à des lymphomes T. Et il y a eu toute une série de littératures avec quelques case reports de patients qui ont développé des lymphomes T sur le CAR-T, et une analyse précise de tous les cas qui ont été faits montre que c'est souvent lié à une insertion du transgène, mais aussi parfois à d'autres lymphomes qui sortent dans le contexte inflammatoire, mais que la FDA et le MEA ont considéré que c'était un événement extrêmement rare par rapport aux bénéfices qu'on attend chez les patients, mais qu'il faut considérer quand on va aborder des maladies auto-immunes. Un autre aspect important, c'est que c'est des patients vieux, souvent, qui ont reçu de la chimiothérapie et qui ont des clones d'hématopoïèse clonale, et que dans l'inflammation induite par les CAR-T-cells, en fait, on sélectionne ces clones d'hématopoïèse clonale, et ces clones, c'est eux qui sont responsables des cytopénies et qui aggravent les maladies inflammatoires, et notamment
qui sont responsables des ICANS, des maladies neurologiques. On retrouve la plupart des cas, c'est l'hématopoïétique qui a été sélectionné par l'inflammation. Et vous savez que l'hématopoïétique, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant qui s'accompagne de plein de maladies chroniques, qu'elles soient cardiovasculaires, rénales, pulmonaires, hépatiques, et ça fait le lit aussi de cancers secondaires, non seulement les myodysplasies, mais aussi d'autres cancers comme les cancers du poumon, par exemple, chez les fumeurs. Pour les B spécifiques, on a à peu près les mêmes toxicités, mais à un degré que je qualifierais d'inférieur, mais peut-être plus d'infection, parce qu'on va éjaquer le système T et le système B en même temps, et que, vous voyez, les CRS, les relagages de cytokines, avec des anticorps CD3, CD20, c'est à peine 40% des patients et seulement 5% de grade 3 qu'il faut traiter avec du tocilizumab. Donc là, je vous ai résumé un peu où on en est dans les tumeurs solides, avec l'efficacité et la toxicité pour les maladies cancéreuses. Et puis on a vu émerger récemment, vous voyez, dans PubMed, une centaine de papiers d'essais de CAR-T-cell et de bispécifiques dans les maladies auto-immunes, avec déjà des guidelines qui sont écrites par les sociétés savantes de l'EBMT, de la SHMTC en France, l'Association européenne de rhumatologie, le LAR, etc. Donc on voit que c'est quelque chose qui émerge. Alors pourquoi ça a émergé? Parce que l'hypothèse de départ, c'était de se dire que dans les maladies auto-immunes, il y a des lymphocytes B auto-humains, des plasmocytes qui sont plus ou moins auto-humains, qui produisent des auto-anticorps, et puis on sait aussi qu'il y a des plasmocytes et des B qui sont protecteurs. Mais l'hypothèse de départ, c'est de dire si on fait des CAR-T CD19 qui déplètent très bien les cellules B, on va tout nettoyer, peut-être pas les plasmocytes matures, mais on va tout nettoyer, puis on espère qu'il y aura des B naïfs qui vont sortir, qui ne seront pas autoréactifs, et c'est ça qui va guérir les malades. Alors ça, pour moi, c'est une vision extrêmement simpliste, et je vais revenir dessus. Pourquoi? Alors, les premiers essais qui montraient un effet positif de la déplétion B avec le rituximab, qui n'est pas le meilleur déplétant B, c'était des papiers dans la polyarthrite rhumatoïde, où quand on bloque l'inflammation avec le tocilizumab, vous voyez, on a à peu près 50% de réponse, et avec le rituximab, 50% de réponse, et ça dépend de quel est l'infiltrat dans la synoviale. Quand vous avez à peu près équivalent les cellules lymphoïdes et myéloïdes, vous avez à peu près 50% de réponse avec le rictus et le toci. Si vous avez plutôt plus de cellules de l'immunité innée, comme des macrophages ou des monocytes, et ben le toci marche beaucoup mieux que le rituximab. Et puis, quand c'est peu inflammatoire, en fait, ben, vous avez à peu près les deux qui marchent de façon équivalente, suggérant que la déplétion B pouvait être importante chez les patients qui avaient beaucoup de B au départ dans le mécanisme. Et donc, il y a eu des traitements avec des CAR-T-cells dans d'autres maladies qui étaient associées à une production de lymphocytes B et d'auto-anticorps, comme les lupus réfractaires, et puis ça a été étendu à d'autres maladies auto-immunes dont je vais parler rapidement. Donc là, c'est un essai, je crois que c'était dans le lupus, qui montre qu'une injection de CAR-T-cell CD19, ça induit l'extinction des signes d'activité de la maladie, mais qui s'accompagne aussi, comme on l'attendait un petit peu, d'une diminution et d'une disparition des auto-anticorps, notamment des facteurs antinucléaires. Et avec un follow-up, vous voyez, de presque 48 mois, il n'y a aucun patient qui a rechuté chez ces malades. Et de façon très surprenante, je ne montre pas là, mais ils avaient tous pratiquement récupéré très vite des fonctions B normales, très peu d'hypogammaglobulinémie et finalement très peu d'infections, contrairement à ce qu'on voit chez les patients qui ont des lymphomes. Alors, la question qui se pose, c'est mais comment ça se fait que ça marche si bien? Est-ce que de cibler le CD19, c'est pareil que de cibler le CD20 avec le rituximab? Et en fait, il faut revenir un petit peu à la physiologie du développement des B, où on sait que du B naïf au B mémoire et au plasmocyte producteur d'anticorps, il y a différents passages de cellules. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des plasmocytes qui sont CD19. Et ces plasmocytes CD19, en fait, eh bien, il y a un papier intéressant qui a montré qu'ils avaient plusieurs fonctions. Premièrement, c'est qu'ils produisent parfois des auto-anticorps, ces plasmocytes CD19. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils sont capables de capter l'antigène et de le présenter aux lymphocytes T CD4 pour monter une réponse T helper, pour stimuler B, mais aussi parfois pour monter une réponse CD8 spécifique. C'est ce qui explique pourquoi il y a certaines maladies auto-immunes, comme la sclérodermie, comme les polymyosites, qui sont des maladies plutôt T-médiées, qui répondent très bien à la déplétion CD19. Et quand on fait ça, on empêche aussi les B normaux CD19-,
d'être déplétés, de plus produire d'anticorps. Et c'est pour ça que finalement les patients avec ces maladies auto-immunes, eh bien, en déplétant les plasmocytes et les 19, non seulement on diminue les B producteurs d'anticorps, mais en plus, on ne déplète pas les B producteurs de répertoire polyclonal et on empêche la présentation de l'antigène au système immunitaire, ce qui permet d'éviter qu'il y ait des T-helpers et des CD8 soient stimulés par l'antigène. Quelque chose qui est intéressant, c'est que dans les maladies auto-immunes, il y a des papiers récents qui suggèrent que souvent l'auto-immunité, en fait, elle n'est pas aussi simple qu'on le pensait. Il y a parfois un terrain génétique, il y a un environnement qui va favoriser l'auto-immunité, mais quand on arrive à reconnaître les B spécifiques d'un auto-antigène, eh bien, et qu'on séquence ces cellules, on trouve souvent des mutations somatiques qui expliquent comment l'auto-immunité peut apparaître, et notamment dans ce modèle ici de patients qui avaient des maladies avec des complexes humains, il y avait des mutations de CARD11 qui permettent d'activer la voie NF-κB indépendamment de l'antigène et qui maintient ces cellules finalement comme une sorte de lymphome, ce qui justifie d'ailleurs de les dépléter, et quand on les déplète, on guérit la maladie. Alors, dans ces études, ce qui ressort, c'est que quand on cible le CD19, eh bien, on bouge pratiquement pas les taux d'anticorps normaux, comme je l'ai expliqué, c'était ce qu'on comprenait pas très bien, et ce qui explique pourquoi finalement il n'y a pas tellement de toxicité et de dépression. Deuxièmement, ce qui était intéressant, c'est que souvent, dans certaines maladies, il n'y avait pas de corrélation entre la baisse des auto-anticorps et l'amélioration de la maladie, notamment dans des lupus, dans des sclérodermies, des polymyosites, voilà, et qu'on retrouvait les anticorps vaccinaux chez ces patients parce que les plasmocytes mémoire CD19- n'étaient pas ciblés, et que contrairement aux maladies tumorales, il y a très peu de maladies neurologiques, il y a très peu de cytopénie, vraiment c'est des gens plus jeunes et qui n'ont pas d'hématopoïèse clonale, et pas beaucoup d'infections, sauf ceux qui avaient reçu des immunosuppressions très lourdes, mais finalement pas beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qui était complètement inattendu, et que finalement, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment la profondeur de la dépression qui est importante, ou c'était de choisir comme cible finalement le CD19 et pas le CD20, et encore moins de cibler les plasmocytes matures comme on le fait avec le BCMA ou le CD38, qui va dépléter les auto-anticorps immédiatement, mais on va régénérer à partir des plasmocytes CD19+, CD38 ou CD38-, de nouveaux auto-anticorps, et surtout, on n'empêche pas la représentation des antigènes. Alors, c'est pour ça que utiliser CD38, finalement, c'est quelque chose qui a été fait pour dépléter les plasmocytes, mais on n'a pas autant de déplétion des auto-anticorps, et puis surtout, on déplète les anticorps normaux, et donc finalement, quand on revoit un peu la littérature, on a envie de dire que finalement, ce qui est important, c'est de dépléter le CD19 plus que le CD20, plus que le CD38 ou le BCMA. Alors, basé sur ces résultats, maintenant, il y a toute une littérature et beaucoup de biotech qui sont dit on va les cibler les maladies auto-immunes avec les CAR. Là, c'est quelques exemples dans un pas, mais on essaie maintenant de faire des CAR Treg, en fait, où on va injecter des Treg dans lesquels on a mis un anticorps qui reconnaît, par exemple, un typage HLA pour éviter le rejet de greffe. Par exemple, on fait des CAR-NK qui, eux, sont beaucoup plus transitoires, beaucoup plus forts pour dépléter les cellules. Et à la différence des cellules cancéreuses, on a l'impression que si on déplète le pool de cellules autoréactives, la reconstitution se fait avec des cellules qui sont plus auto-réactives, par exemple. Pour les bispécifiques, eh ben, il y a des études qui ont été faites, notamment avec le blinatumomab, qui est un anticorps qui est assez intéressant, parce que c'est pas vraiment un anticorps, c'est juste les deux parties variables du CD19 et du CD3, ce qu'on appelle un BiTE, qu'on voit ici, qui va ramener l'un avec l'autre. L'inconvénient du BiTE dans le cancer, qui est utilisé, qui marche bien dans les leucémies et lymphoblastiques, c'est que la durée de vie du produit est très courte. Mais dans les maladies auto-immunes, ça peut être un avantage parce que on fait one shot et puis après on va avoir une déplétion, et pas la peine de une déplétion longue parce que ça sert à rien souvent. Et ça a été essayé dans la polyarthrite rhumatoïde avec des essais et des effets qui sont assez impressionnants aussi, avec une injection de cet anticorps, avec une diminution du facteur rhumatoïde, diminution de l'infiltrat du CD20 dans la synoviale, alors qu'on utilise, je vous rappelle, un CD19. D'autres essais ont été faits avec d'autres bispécifiques qu'on utilise dans le myélome, le teclistamab, qui pareil cible le BCMA, en disant là on va tuer les pays qui produisent des anticorps, et ça a été publié récemment chez un patient qui avait un lupus
réfractaires, où là, on a clairencé toutes les plasmos qui produisaient les auto-anticorps avec une amélioration chez ce patient de ces scores d'activité de plus. On ne connaît pas la durée encore chez ce malade. Voilà, donc en conclusion, les carticelles et les bispécifiques sont des molécules qui commencent à apparaître sur le marché des maladies auto-immunes avec des résultats que je qualifierais d'extraordinaires. Pour les maladies auto-immunes, contrairement au cancer, vous n'êtes pas dans les mêmes problématiques. Ça ne sert à rien de maintenir les carticelles de façon prolongée. Est-ce qu'il faut avoir une dépression aussi profonde? Est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser, comme j'ai montré, un anticorps anti-CD19 avec peut-être du lénalinobide qui est moins toxique et moins cher que l'Obgecel? Ça, c'est une question qui reste à poser. Est-ce qu'il faut que, comme j'ai dit, que les carticelles persistent? Ça, c'est pas sûr. Voilà. Et puis les bispécifiques, est-ce qu'ils seront meilleurs que les carticelles avec quelques injections, moins de toxicité, plus de facilité, moins cher? Et tout ça, c'est des questions qui émergent. Hein. Il y a très peu de patients finalement traités aujourd'hui. On va voir le long terme, les effets secondaires. On va pas coller aux patients des sélection d'hématopoïèse clonale qui vont aggraver derrière les maladies inflammatoires et aussi des lymphomes T chez les patients qui ont des maladies auto-immunes parce que ça pourrait être beaucoup plus grave. Mais aussi, on peut se dire que si on les traite très précocement avec une injection d'anticorps bispécifiques ou de carticelles, on va éviter ces effets secondaires et on sera très efficace. Et ça, c'est juste la dernière diapositive pour montrer qu'il y a une collaboration interdisciplinaire entre l'autre filière, la FE2R, mais d'autres aussi, des gens qui sont dans la filière Marie pour essayer de mixer nos connaissances des maladies auto-immunes, des cancers, des carticelles, des spécifiques avec des fondamentalistes, des cliniciens, des statisticiens pour essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe et comment utiliser à l'avenir au mieux ces thérapeutiques innovantes chez les patients qui ont des maladies auto-immunes. Voilà, je m'arrêterai là et je répondrai à vos questions.